Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Eh bah dis donc, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu faisais dans les chiottes? Bah à ton avis? Je lisais un bouquin de merde. Salut mes petits farfadets délavés. Aujourd'hui, plutôt que de s'extasier devant les rossignols du Caroubier, on se mate une saga old school qui sent bon le macramé, la moquette hirsute et le glam rock suédois. Oui ma gueule, on va parler de la guerre Chris Krull qui se prononce Chris Prolls en suédois. Oui je sais, cette première blague est naze. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. On dirait une blague de vieux daron. J'avoue. En tout cas Scarlett, je suis content de te revoir avec tes deux airbags chauffants. Oui Bob, moi aussi j'ai envie de te caresser la pantoufle. Et ben voilà, pour une introduction déjà trop longue, et ben c'est très satisfaisant de commencer comme ça sur une good vibe. Je trouve qu'il y a une alchimie entre nous deux. Allez viens, on va se mettre de l'huile. Et après tu m'emmènes voir le bassin d'Arcachon? Ma foi. Bon alors bon. Je suis un beau gosse. Aujourd'hui, je vais vous faire une pétulante présentation de la guerre Chris Krull avec ce livre de circonstances. Et non, public aimé, ne me remerciez pas. T'inquiète, on va pas le faire. J'ai donc mis une main fébrile sur cet album en couverture cartonnée sorti dans la collection Les Best of Marvel en... Eh ben je sais pas, parce que les gars pouvaient pas imprimer leur putain de crédit encore plus petit. Putain, on voit rien, merde. C'est février 2009 mon con. Merci Scarlett, t'es drôlement serviable, tu sais. C'est normal, je suis une gozo. Et donc la guerre Chris Krull se déroule dans les Avengers 89 à 97 entre juin 1971 et mars 1972. En France, les lecteurs ont pu découvrir cette œuvre dans les pockets à la con d'Artima. Consacré aux Vengeurs? Non, détrompe-toi, jeune Margouline, ils n'ont pas été publiés dans la collection des Vengeurs. Ce qui semblait pourtant logique. Oui, mais ça a été plutôt publié dans les Thor collection Flash. Oui, ces épisodes des Vengeurs ont été publiés dans les Thor 21 à 24 entre septembre 1982 et avril Lavigne 1983. Ce qui est cliniquement con, vous en conviendrez. Non. Ah si, c'est totalement con. Au niveau des crédits, 5 hommes racés et goulayants se répartissent la tâche. Au scénario, c'est bien sûr Roy Thomas. Et au dessin, on a Sal Buscema sur les numéros 89 à 92, puis Neil Adams sur les numéros 93 à 96, avec une partie du numéro 94 réalisée par John Buscema. John! Et ce même John qui fera le numéro 97. Mais surtout, le sauveur de cette BD, c'est encore Tom Palmer, à partir du numéro 93, avec un peu d'aide sur le numéro 96 d'Alan Weiss. Et vous verrez pourquoi la série a été sauvée des eaux par Tom Palmer. Faut dire que tu sais installer un suspense. Alors là, tout de suite, je vais jouer mon connard. Tel un slip trouvé sur la corde à linge de la vie, je trouve que cette saga est surcotée. Alors de toi, ma public, elle n'a pas de quoi te retourner les orifices. Je l'ai découverte dernièrement pour préparer cette vidéo. C'était une fraîche journée de décembre, mais je m'en fous, j'étais chez moi. Et je peux vous dire de façon péremptoire et pontifiante que de page en page j'ai senti la mort du fun m'envahir devant son minimalisme glauque. Plus j'avançais dans la lecture, plus j'avais envie d'abandonner comme les Français en 1940. Voyez l'amplitude de mon jeu d'acteur pour exprimer ma déception, voyez comme je joue. C'est impressionnant comme tu peux péter le rêve des gens qui regardent tes vidéos. Ah non mais je suis désolé, cette série, elle part dans tous les sens. C'est un bordel. Jamais une saga cosmique n'a été aussi confuse. Bref, je ne me suis pas enjaillé. Tel un orgasme féminin, j'ai eu beau chercher, le plaisir est introuvable. Alors pourquoi tu l'as lu ce truc? Parce que j'ai un méchant vide affectif à combler, comme tous les lecteurs de comics. Ça se tient. Mais sans plus tarder, passons à la découverte de cette saga. Dans l'introduction de ce bousin, Roy Thomas nous explique qu'il n'avait aucun schéma directeur en tête quand il a commencé la série, ça je veux bien le croire. Il savait juste que les Kree et les Skrulls se livraient une guerre galactique et que leur conflit menaçait de s'étendre jusque sur Terre, faisant de notre planète l'équivalent d'une île du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Thomas avoue qu'il avait été influencé par le roman de Raymond Jones, paru en 1950, The Island Earth. C'est cette œuvre qui avait inspiré Les Survivants de l'Infini, un film de 1955 qu'on avait pu voir dans la dernière séance, je crois, mais surtout que Roy Thomas avoue détester. En fait, beaucoup de titres des épisodes de ce bouquin font référence à un certain nombre de films et d'histoires en prose, tels Un voyage au centre de l'androïde, qui est une allusion au voyage au centre de la Terre de Jules Verne, en 1867. Ah oui, c'est le truc qui se passe sous la mer là? Non, Scarlett. De même, l'histoire appelée Plus qu'inhumain est inspirée des Plus qu'humains de Theodore Sturgeon en 1953. Connais pas. Un autre titre des épisodes est 1971, Une Odyssée spatiale, vaguement inspiré de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça me fait penser qu'hier j'ai regardé Prometheus sur les coups de 23h, 23h03. Oui, et alors? Non, mais c'était juste pour te couper dans ta démonstration. Ok. Il y a aussi Voici les mandroïdes, qui correspond à Voici l'homme, de Mike
Michael Moorcock en 1969, sans oublier Quelque chose d'inhumain arrive par ici, inspiré de Quelque chose de méchant par ici arrive, de Ray Bradbury en 1962, ou encore Les seins d'Andromède, inspiré de La souche d'Andromède de Michael Crichton en 1969. Que des trucs qui font bander les bobos endimanchés qui font leurs courses en Uber. Oui, et c'était la séquence culturelle de l'émission, on peut revenir au graveleux. Chouette. Dès le début, Roy Thomas et Sal Buscema commencent doucement en mettant leurs pions en place. Neil Adams a déclaré que l'histoire déraillait déjà avant son arrivée sur la série, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très brouillon au fil des pages. Nous avons un récit très peu structuré, et surtout, la fin, elle est nulle, hein, si je puis me permettre. Je ne spoil pas tout de suite, et je garde ça pour la fin de cette vidéo, mais bon, le final montre la puissance d'écriture de Roy Thomas, qui, étonnamment, n'a jamais eu de prix Nobel. Je sens poindre une touche d'ironie, je me trompe? Mais tu sais que t'es loin d'être conne, toi? Soyons honnêtes, il n'y a pas véritablement de guerre à proprement parler entre les Kree et les Skrulls, ou du moins nous n'en voyons pas beaucoup. Mais dans ma grande magnanimité, ça lui est 14 fois dans le Nouveau Testament, et ça c'est pas une connerie, hein, tu pourras le vérifier toi-même ma gueule, et je vais vous faire un petit bilan de chaque épisode, parce que je suis comme ça, je suis un vrai professional. Mais avant d'aborder une telle saga cosmique, il vaut mieux comprendre la géopolitique de cette guerre, et croyez-moi, pour comprendre les tenants et aboutissants de ce beau bordel, il faut avoir toutes les cartes en main. Et salut à tous les amis, c'est Bob Zombie, la fable Pokémon. Aujourd'hui je vous propose de faire une méga ouverture de booster de super-héros Marvel, et c'est parti les amis. Alors on a un Hulk, un War Machine, un Nick Fury de valeur 4 quand même, hein, une Black Widow, l'Oiseau Moqueur, la Chatte, je sais pas si on peut le dire ça, la Vision, Missu... Alors dans l'épisode 89, la Vision, la Sorcière Rouge et Quicksilver répondent à une alarme du Baxter Building et découvrent que le Captain Marvel a pénétré, par effraction, dans le portail de la zone négative pour libérer Rick Jones qui est coincé. Les 4 Fantastiques étant à Whisper Hill, ce sont les Avengers qui sont chargés de surveiller le Baxter Building. Et alors gros, si t'es pas au courant des intrigues passées, tu peux être vite dépassé par ce récit. Mais tonton Zomzom sera là au cours de cette démonstration pour te rappeler les faits antérieurs afin que tu comprennes tout, ma gueule. Merci Bob, tu changes notre façon d'appréhender ces bouquins. Ça fait changer nos vies. Et là mes petits pucerons chevelus, il faut que vous le sachiez pas seulement dans la colle, le Captain Marvel a su que les 4 Fantastiques avaient un portail vers la zone négative depuis le Fantastic Four numéro 107, que toi lecteur luguien dégarni a pu lire dans le 16e album des Fantastiques en 1978 dans Panique à New York. Ben oui ma gueule, hein, j'ai fait des recherches, alors n'oublie pas de laisser pause blow et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne te force pas la main, mais essaye de ne pas me décevoir. Pour en revenir au Captain Marvel, on ne le voit pas dans le Fantastic Four 107, mais on nous dit ici, hein, dans cet épisode 89 des Avengers, qu'il a pu observer à l'époque la scène lorsque Reed était coincé dans la zone négative. Il est étonnant que le Captain Marvel n'ait pas profité de cette porte pour s'échapper de la zone négative. On admettra que ça se fait pas de squatter la bande dessinée des confrères super-héros. Alors il est resté comme un con dans la zone négative, seul et abandonné, comme moi, à Villefranche-sur-Rouergue, hein, en des temps plus sombres. La pluie s'est remise à tomber. Peut-être devrions-nous faire du feu? Ah, à quoi bon réchauffer cette maison si nous quittons l'Aveyron? T'as pété? Et dans l'épisode 89, Marvel et Rick ont beau redoubler de prudence, eh bien ils auraient mieux fait de retripler de prudence. Elle est bizarre ta phrase. Ouvrir le portail alerte malheureusement Annihilus et sa gueule de Protoss. Forcément les Avengers combattent Annihilus, et à cette occasion, le Captain Marvel s'avère chargé d'énergie de rayonnement négatif. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que ce con a visiblement la capacité de choper cette crasse, comme Tata Jacqueline est encline à choper la Covid. Elle est fragile des muqueuses? Pourquoi tu me demandes ça? Oh pour rien, c'était juste parce que j'avais fait le pari que je placerais le mot muqueuse dans ta vidéo. Le docteur Donaldson, que personne ne connaît, hein, et qu'on appellera personnage random, semble être le collègue d'Henry Pym. Il aide à éliminer l'excès de radiation contaminant Captain Marvel, d'où cette couverture traumatisante et remplie de violence qui étrangement n'a pas réveillé le courroux coucou de la censure. Ronan, l'accusateur, prend le contrôle de l'Empire Kree, et comme il a décidé de faire chier tout le monde, il active Sentry, la sentinelle Kree, avec l'intention de tuer le Captain Marvel, parce que pourquoi pas.
Peut-être tout simplement parce que Captain Marvel a renoncé à servir les Kree dans le Captain Marvel numéro 10, épisode que tu as pu lire dans le Marvel 12 datant de mars 1971 et que je t'exhibe ici de façon ostentatoire avec l'impudence de la jeunesse d'un cinquantenaire. Quant à Ronan l'accusateur, je te rappelle, ou je te l'apprends peut-être, qu'il a été emprisonné par l'intelligence suprême des Kree après sa tentative de coup d'état dans le Captain Marvel numéro 16 que tu as pu lire en France en janvier 1985 dans le Strange Special Origins 181. Oula, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, là. Et la sentinelle Kree, je tiens à préciser que c'est le modèle WDK Sentry, pour les connaisseurs le A060-2178, et donc vous le voyez, c'est pas de la merde. Tu l'as inventé, ça? Oui, tout à fait. Bref, la sentinelle était jusqu'alors stockée au Cap, depuis le Captain Marvel numéro 2, vu dans le Marvel 4 de Lug en juillet 1970. Ouais, non mais... on s'en fout. C'est pas intéressant. Donc tu le constates, si tu n'as pas eu tous ces repères pour aborder cette saga, t'es un peu largué comme les nouvelles générations devant les règles élémentaires d'une simple construction grammaticale nécessaire à une expression compréhensible. Dans l'Avengers 90, les Vengeurs ne parviennent pas à arrêter la sentinelle, et cette superbe technologie du dernier cri, c'est-à-dire calembour, C'est-à-dire pas compris. eh bien cette sentinelle est aussi opiniâtre que mon ex-femme quand elle désirait quelque chose. Car la machine infernale veut vraiment capturer ce bon vieux Marvel. Et le robot Kree est vraiment un dur à cuire, il finit par capturer le Captain, et ensuite la sentinelle fait comme dans l'infanterie, elle se tire ailleurs. Vous avez compris? Non? Il y a un jeu de mots? Tirailleur, infanterie... Non, toujours pas? Ouais, enfin vous êtes con quoi. Bah tant pis. Et alors là, le lecteur peut être déboussolé puisque l'histoire se déplace dans les étendues froides du pôle Nord. Répondant à un appel fortuit de la guêpe et du Yellow Jacket, les Vengeurs les rejoignent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, me direz-vous? Eh bien je vais vous le dire, ne soyez donc pas impatients comme ça, c'est assez pénible. La guêpe et le Yellow Jacket ont quitté les Avengers pour faire des recherches en Alaska dans l'Avengers 75. Chose que tu as peut-être lu chez Artima en 1971, dans les Vengeurs Artima Color Marvel Superstar numéro 5, que je te montre ici parce que je sais que tu aimes bien regarder des belles couvertures de ton enfance. En tout cas, les Vengeurs finissent par combattre à nouveau la sentinelle avec Ronan dans les étendues blanches du cercle polaire arctique où Ronan a transformé l'endroit en une jungle primitive. Pourquoi a-t-il fait cela, me demanderas-tu? Pour Frodon. Alors non, je ne pense pas que ce soit pour le plaisir d'un hobbit. C'est surtout que Ronan teste sa nouvelle technologie qui consiste à provoquer une désévolution de tout ce qui se trouve sur Terre. Des évolutions, mais ça existe pas ce mot. Si dans cette histoire ça existe, j'y peux rien. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien je vais vous le dire dans quelques secondes. Je voulais juste revenir sur cette détestable tendance d'Henry Pym à frapper sa nana, et c'est déjà à l'époque, sous prétexte qu'il veut enquêter tout seul sur cette nouvelle Savage Land 2, Henry distribue une nouvelle salade de doigts au visage de Janet, la faisant tomber de sa libellule. Oui, dit comme ça fait bizarre. Ouais, Même si ce n'est pas expliqué vraiment, il semblerait qu'au moment où Ronan a transformé cette zone de glace en jungle luxuriante, Pym a peut-être été affecté par le pouvoir désévolutif utilisé par Ronan pour changer le milieu, et le Yellow Jacket a évolué vers une forme d'homme des cavernes. Avec du poil à la bite. Arrête Scarlett, c'est gênant. Arrêtons-nous un instant sur les motivations de Ronan lorsqu'il évoque les raisons pour lesquelles il veut détruire la race humaine, et j'avoue que son propos est simple, c'est pas du Simone Veil. Pour une fois, les humains ne sont pas considérés comme des primitifs impuissants et barbares. Au lieu de cela, les super-héros de la Terre et leur capacité à passer de la machine à vapeur à la puissance atomique en moins d'un siècle les désignent comme une race avancée que les Kree ont désignée comme une menace. C'est enfin agréable d'avoir ce genre de considération dans une BD, mais elle sera vite oubliée plus tard dans l'histoire. Alors je ne sais que vous en avez rien à foutre, mais on a ici une brève apparition de Carol Danvers qui apparaît après que le Captain Marvel ait été enlevé par les Sentinelles. Et alors j'aime bien ce passage, car pour une fois, tu vois comment même dans le monde des super-héros, il y a de la paperasse à remplir. Là, elle leur demande carrément de déposer un rapport d'incident, et je trouve ça très drôle. Oui, c'est hilarant. Mais passons à l'Avengers 91, dans lequel les Vengeurs ont encore du mal à combattre Ronan et la Sentinelle. Après, il faut dire qu'ils ont affaire à des gros morceaux. Je vous rappelle que les 4 Fantastiques ont combattu les Kree Sentry dans les Fantastiques Four numéro 64, et que cela avait été laborieux, tout comme ils avaient affronté Ronan l'accusateur dans le Fantastic Four 65. Je vous invite à relire le 6ème album des Fantastiques chez Lug, datant de 1975, intitulé La Citadelle, 2 super épisodes du père Kirby, qui sont à relire sans modération. Ça, c'est ton opinion personnelle. Et alors pour en revenir au 91e épisode des Vengeurs, on a un revirement de situation. Ronan est obligé de se retirer de la Terre et d'abandonner son projet de désévolution
l'évolution de la planète, car les Skrulls ont lancé une attaque contre l'Empire Kree. On notera aussi que la romance entre la Vision et la Sorcière Rouge continue à se développer dans ces numéros. Là, on n'est plus sur un petit bisou, hein. Ça frôle le viol buccal, non? Oui, on va dire que sur ces images, la Sorcière Rouge développe une certaine forme d'appétence pour le robot. Ça doit lui rappeler son vibro. T'es en forme, toi, hein? En tout cas, de voir qu'une jolie pépette mouille son jean pour un androïde à l'esthétique douteuse, eh bien, je trouve que c'est une très belle victoire pour tous les gens moches de la Terre. Roy Thomas continue donc à développer cette romance, et c'est plutôt bien. Mais nous voilà déjà au numéro 92. Comme le temps passe vite quand on s'amuse. Après que certains scientifiques témoins de ce qui s'était passé dans le cercle arctique ont ouvert leur grande gueule pour parler à la presse de l'invasion Kree, eh bien les choses dégénèrent chez les ricains. Avant, ils voyaient des cocos partout, et là, ils voient des aliens, hein, et aussi cons que le public d'Hanouna. Bon, après, nous ne sommes pas dupes, hein, le parallèle est évident. Ainsi, le Shield reçoit l'ordre d'arrêter le Captain Marvel lorsqu'un homme politique appelé Warren Craddock... Le mec s'appelle Craddock. Ouais, c'est pas une connerie, ils l'ont vraiment appelé Craddock. Eh bien, cet abruti de politicard lance une campagne à la McCarthy contre les extraterrestres. Les ricains sont un petit peu trop sur leurs problèmes. Vous ne trouvez pas? Oui. Nick Fury et les Avengers aident Marvel à s'échapper avec Carol Danvers, qui se révélera en fait être le Super Skrull déguisé. Alors je sais que tu en as rien à foutre, mais le Captain Marvel a combattu le Super Skrull dans le Captain Marvel numéro 3. Tu as pu le lire dans le Marvel numéro 5 en 1970 chez Luke. Et là, hop, Captain America, Iron Man et Thor se présentent et disent aux Avengers que parce qu'ils ont enfreint la loi, ils sont exclus de l'équipe. La situation est aussi galère qu'un toucher rectal. Une enquête est ouverte et les 4 fantastiques sont invités à présenter leur avis. La chose n'est étonnamment pas sympathique dans cet épisode, limite même c'est un gros connard, croire que la connardise de Reed déteint sur lui. Ah, c'est possible, hein. À force de traîner avec toi, je suis moi-même devenue une connasse, hein. La flatterie ne prend pas Scarlett. J'aurais essayé. Roy Thomas place déjà ses billes pour la fin de l'histoire, puisqu'on voit Rick Jones qui pense pour une raison étrange aux personnages des bandes dessinées de l'âge d'or, notant que dans ces bandes dessinées, les intrigues étaient beaucoup plus simples et qu'il n'y avait une distinction claire entre les bons et les méchants. Je suppose qu'il oubliait le Submariner, hein, qui est quand même un sacré gros connard, hein, quand on y regarde de près. Dans l'épisode 93, l'art de Neil Adams remplace celui de Sal Buscema, et selon une lettre dans Alter Ego numéro 130, John Romita aurait redessiné la tête du Captain America sur la page d'accueil du 93. Tout commence avec la Vision qui arrive dans l'Avengers Mansion et il s'effondre, mais en mode fast plane, comme un soir de cuite ou lors de la crise cardiaque du Gros René. Le Gros René? Oui, c'est un mec dans les Vosges, tu connais pas? Oui, c'est vrai que t'es vosgien, toi. Alors pas du tout. Henry Pym daigne alors pointer son dard dans le rôle d'Ant-Man et il entre dans le corps de la Vision pour le réparer. Pendant qu'il est là-dedans, oui je sais ça fait encore bizarre de prononcer cette phrase, bref Ant-Man découvre quelque chose sur la Vision mais nous n'en savons pas davantage. Ce n'est que plusieurs années plus tard, au cours de l'histoire de la Madone Céleste, que nous apprendrons que la Vision avait été construite à partir de restes de la Torche Humaine originale. Tu as pu lire ça dans les albums Artima des Vengeurs numéro 7 en mai 1985 qui s'appelle La fin d'une légende dont j'ai déjà fait une vidéo. Oui, même que c'est dans ce vidéogramme que tu avais lancé le prologue de la saga du défraculateur. Ah oui, je me souviens. C'était le bon temps. Ouais, j'avoue. Tu ne vas pas refaire une autre saga? Je me suis laissé dire que tu préparais quelque chose pour la fin de cette saison. Oula, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, grosse. J'ai gaffé? Mais non, mais maintenant si tu pouvais fermer ta gueule, ça serait gentil. J'ai gaffé, c'est ça? On s'en fout, ça sera coupé au montage. Et donc dans l'épisode 135 des Avengers, datant de 1075, on nous a fait comprendre que Vision était construite à partir d'un morceau de la première Torche Humaine. Bref, pour en revenir à cet épisode 93, le graphisme de cet épisode est d'une sobriété exquise et il contient de grands moments. Roy Thomas a confié que c'était Neil Adams qui lui avait demandé de faire cet épisode. Il voulait faire réapparaître l'homme-fourmi assez longtemps pour qu'il explore le corps de la Vision. Nous avons ici un grand moment de gloire de Hank Pym. Pour une fois qu'il fait un truc de bien, hein, ça nous change de son instabilité et de cette fâcheuse tendance à vouloir cogner sa femme. Bref, Roy Thomas a accepté que Neil Adams se fasse plaisir et ce fut un excellent choix. L'épisode est splendide, un peu comme toi Scarlett. Oh bébou! J'aime les filles aux cuisses larges et aux rotondités esquises. Bah merci. Une fois... Une fois réparé, Vision raconte à Captain America, Iron Man et Thor qu'ils ont été attaqués par des vaches qui ont pris l'apparence des 4 fantastiques. L'occasion pour nous de comprendre que les Captain America, Iron Man et Thor du numéro précédent, qui avaient ordonné aux Vengeurs de rendre leur carte d'Avengers, ainsi que les fantastiques présents au pensée, étaient tous des Skrulls. Roy Thomas nous rappelle que les vaches qui ont agressé les Vengeurs étaient des Skrulls hypnotisés par Reed Richards dans le Fantastic Four numéro 2. Visiblement, ils ont récemment été réanimés grâce à un hyper-faisceau Skrull venu de l'espace. Les véritables Avengers et la Vision retournent à la ferme. La ferme?
Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi du con, espèce de crétin. La ferme où Vision a été attaquée et tous combattent les Skrulls sous l'apparence des 4 Fantastiques. Toutefois, les Vengeurs n'arrivent pas à empêcher la Sorcière Rouge, Quicksilver et le Captain Marvel d'être emmenés dans l'espace par le Super Skrull. Dans l'épisode 94, la Vision, en bon badass courageux qu'il est, fait fi de son amour propre, comme de son amour sale d'ailleurs, et il arrive à fuir le Super Skrull, mais laisse les autres captifs derrière lui. Le vilain extraterrestre tente au passage de détruire le grand refuge des Inhumains, qui constitue également une menace dans cette guerre, mais ces derniers se défendent en érigeant une barrière similaire à celle créée précédemment par Maximus. Voilà une sous-intrigue qui, sur le moment, alourdit la saga. Tu m'étonnes. Au final, le Super Skrull livre ses prisonniers à l'empereur Dorek, mais comme je n'aime pas son nom, on l'appellera Hubert Michel. Ce dernier veut extorquer des informations stratégiques au Captain Marvel, mais, refusant de parler, les Skrulls décident de lui mettre la pression en faisant du mal à la Sorcière Rouge et à Vif-Argent. Il va les jeter en pâture à une faune bigarrée mais non moins agressive. Ces deux derniers sont obligés de combattre des monstres spatiaux, et c'est là qu'on constate que le Quicksilver possède la méthode d'attaque la plus merdique de tous les temps. Tout ce qu'il fait, c'est de se rouler en boule et rebondir sur des gens avec sa super vitesse. Et ça ne sert à rien. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Au final, les deux jumeaux sont mis en prison avec des animaux mignons et pelucheux appelés les Drafts, qui se répliquent lorsqu'ils sont frappés. Le saviez-vous? Les créatures ont été aperçues pour la première fois dans les 4 Fantastiques numéro 37, récit lu soit dans le Marvel numéro 9 de Lug en décembre 1970 pour les Boomers, soit dans le 36e album des Fantastiques appelé l'Héritage Maudit en avril 1985 pour la Génération X. Quoi qu'il arrive, ces bestioles sont une référence à Star Trek, Trouble with the Tribbles. Le frère et la sœur mutants sont surtout menacés parce que l'empereur Hubert Michel veut que Marvel crée un appareil appelé Omniwave que les Kree utilisent comme appareil de communication plus rapide que la vitesse de la lumière, mais qui peut également être utilisé comme une arme, mais uniquement contre les Kree, et là je dis pourquoi pas, hein, parce que après tout, on n'en est plus à ça près. Pendant ce temps sur Terre, Craddock ordonne aux Shield d'attaquer les Avengers, et ils le font en utilisant la nouvelle armure Mandroid. Visiblement, les Mandroids qui apparaissent ici n'ont aucun rapport avec le robot vivant dans le Captain Marvel numéro 18. Et à la fin de la bataille, Triton des Inhumains apparaît. L'épisode 95 commence avec un flashback et Triton se dirigeant vers les Avengers. Le poiscailleux Triton est en fait venu pour demander de l'aide aux 4 Fantastiques, mais il prendra plutôt l'aide des Avengers puisque le temps presse et qu'il les a sous la main. On apprend que les Kree profitent du fait que Maximus est à la tête des Inhumains pour faire valoir leur droit à une alliance. Et alors là, sur Terre, les vraies questions se posent. Si on part du principe que les Inhumains sont temporairement protégés par leur super barrière infranchissable et que le temps presse pour aller sauver Marvel, Wanda et son frangin, des griffes de Hubert Michel, une décision cruciale est censée se poser. Dans cette situation, on file sauver les copains car le temps presse, ou YOLO, on aide d'abord les Inhumains et les copains en danger imminent de mort peuvent attendre. Je vous laisse vous aussi jouer à la maison pour tenter de répondre à cette question. A few moments later. Si la Vision opte pour la première solution, les autres Vengeurs, qui malgré un gros cœur sensible, affichent quand même un léger poil de désinvolture. Oui, ils ne sont pas franchement étouffés par l'altruisme, c'est Kono. Et ils pensent qu'aller aider les Inhumains est plutôt une bonne alternative. On sent que les Vengeurs n'ont pas inventé l'eau froide. Les Avengers récupèrent donc Black Bolt, qui jouait les clochards depuis qu'il avait été chassé du grand refuge. Mais genre, tu vois, le clodo qui roule son bédo dans le caniveau de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Hein. En effet, Black Bolt vivait dans un ghetto de San Francisco, dans les Amazing Adventures 5 à 8. Malgré les protestations de Vision, qui trouve que ce choix est peu judicieux, puisqu'il veut se dépêcher et se diriger dans l'espace pour sauver Wanda, mais moi je suis chaud, moi je suis hot, moi j'ai envie de niquer, tu comprends ça? les Avengers aident à restaurer Black Bolt sur son trône. Que de péripéties, on ne s'ennuie presque pas. Hashtag ironie. Il est révélé que Black Bolt a tué ses parents et rendu son frère fou lorsqu'il a utilisé son pouvoir de crier pour arrêter un complot entre le jeune Maximus et les Kree. Black Bolt réprime la rébellion menée par Maximus en chuchotant à son peuple. Ce passage avec les Inhumains est surtout dû à une décision éditoriale visant à conclure les intrigues des Inhumains de leur parcours dans Amazing Adventure. Pendant ce temps-là, Rick Jones est kidnappé par les Kree alors qu'il fuit Attilan. Je sais pas ce qu'ils ont tous à se faire kidnapper, hein. Et dans l'épisode 96, Vision, Goliath, Iron Man, Thor et Captain America se dirigent vers l'espace à bord d'un vaisseau spatial fourni par le SHIELD. Oui, voilà où passe l'argent du contribuable. Et bonjour l'empreinte carbone. Le saviez-vous? Avec 441 vols en un an, à bord de son jet privé, soit plus d'un voyage par jour, Elon Musk à lui seul a un bilan environ 322 fois plus lourd que celui d'un Américain lambda. Foiré. Et qu'en pense notre ami Fulgur? Mais c'est pas vrai!
Il se lance dans une bataille contre une armada Skrull. La Vision devient folle en battant un Skrull presque à mort parce qu'il veut récupérer la sorcière écarlate et que le Skrull refuse de parler. L'androïde est d'une violence inouïe. Ouh, à gros, je suis énervé, hein. Et il défonce la tronche du Skrull à grands coups de salade de doigts. Il est clair que dans cet arc, nous avons la preuve de l'amour existant entre la Vision et Wanda. Je vais fourrer la commode et puis basta, hein. Rick Jones est amené à Ronan qui, impressionné par son courage, envisage de garder Rick comme un esclave. Il est jeté dans la même prison que l'intelligence suprême Kree. Cette dernière envoie Rick dans la zone négative où il se retrouve face à Annihilus. Alors pour la petite histoire, Neil Adams a accidentellement dessiné Rick Jones avec 6 doigts sur une main sur la dernière page du numéro 96. Bon, c'est pas flagrant, mais visiblement, ça a beaucoup fait rire ses petits camarades de la maison Marvel. Alors bien sûr, je ne vous apprends rien sur les coulisses de la fabrication des comics, c'est un monde rude. Comme ta bite. Et c'est un monde qu'on pourrait résumer à une grosse association de connards qui se tirent dans les pattes, mais genre association de gros connardos, loi 1901, et donc on ne sera qu'à moitié étonné par ces vacheries entre eux. Pour enfoncer le clou sur la bonne ambiance qui régnait entre collègues de bureau, si je puis dire, George Pérez a déclaré en 1978 dans le fanzine AFTA numéro 2 que les numéros de Neil Adams sur Avengers ne se vendaient pas très bien. C'est un sale con! Et que Stan Lee ne se souciait pas de son art, en particulier parce que le Captain America et Thor ne ressemblaient pas facialement aux versions respectives de Buscema. Bonne ambiance dans les coulisses. Et enfin nous arrivons au dénouement de la saga avec l'épisode 97. Alors que l'ambiance semble morose et désespérée, Rick, qui semble entendre le son de l'inéluctable, découvre qu'il peut tirer un faisceau d'énergie hors de sa tête, ce qui repousse Annihilus. Ce que tu dis n'a aucun sens. Il retourne ensuite à la prison des Kree, et alors que les gardes de Ronan attaquent, Rick utilise ses pouvoirs pour donner vie aux personnages des bandes dessinées de l'âge d'or. Alors allons-y pour la liste, on voit Captain America, apparu pour la première fois dans le Captain America Comics numéro 1, la Torche Humaine dans le Marvel Comics 1, tout comme le Submariner et l'Ange. On a aussi celui qui s'appelle l'Aileron, qui nous révèle le charisme dont il est totalement dénué, et qui est apparu pour la première fois dans Daring numéro 7, tandis que la Vision est apparue dans Marvel Mystery Comics numéro 13, et le crâne flamboyant est apparu pour la première fois dans le Mystic Comics numéro 5. Enfin, le Patriote est un personnage très obscur dont je n'ai pas pu trouver sa première histoire, mais il a été publié mensuellement dans le Marvel Mystery. Si Roy Thomas se félicite d'avoir ressuscité les héros de sa jeunesse, il se fait super plaisir avant tout, mais il est probable que beaucoup de lecteurs n'étaient pas forcément des passionnés des bandes dessinées des années 40 et 50. En d'autres termes, les lecteurs s'en battaient les couilles. Oui, c'est ça. Mais revenons à Rick qui, après avoir matérialisé les persos de son enfance, utilise ses pouvoirs pour geler tous les Kree et les Skrulls de la galaxie, et il ramène Warren Craddock à sa vraie forme, révélant qu'il est aussi un Skrull. Ah! Le Craddock Skrull est rapidement tué par la foule anti-extraterrestre qu'il a suscitée, qui sème le vent, récolte la tempête. Après que Rick ait utilisé son pouvoir, il s'évanouit. L'intelligence suprême dit au Captain Marvel que la seule façon pour Rick d'être sauvé est de ne plus faire qu'un avec lui, lui donnant ainsi toute sa force vitale. Marvel accepte et bizarrement ne semble pas affecté par ce transfert de vie, ce qui est stupide, comme vous le confirmera ce spécialiste. Quoi? Il est sous-entendu que l'empereur Skrull Hubert Michel est tué à la fin du numéro 97. Que sa fille Annelle devient la régente de l'Empire. Et là, nous avons une case où le Captain Marvel réfléchit à la belle Annelle, et la légende dit bien qu'une fois, pendant un instant, il aurait pu souhaiter qu'elle devienne quelque chose de plus pour lui. En fait, cela suggère que quelque part dans les coulisses de l'Avengers 95 ou 96, Captain Marvel a trouvé le temps de sortir son canon à dévierger et qu'il a pécho la princesse Skrull. Faut croire que quand elle a vu son piège tabou, elle en a fait une attaque, la gamine. Il lui a retourné le potager? Oui, Annelle a laissé tomber sa vie de nonne au contact du Captain Marvel, et il ne lui a visiblement pas fait sucer que de l'hostie. C'est moi qui l'ai débourré, sa grand-mère je l'ai montée aussi, et je réfléchis, et même son arrière-grand-mère je l'ai montée aussi. Masterclass! Ce qui, nous le savons, et pas seulement de Marseille, aboutira à la conception d'un enfant illégitime qui est devenu Eukling des Young Avengers. Oui, malgré sa captivité forcée, on peut dire que le Captain Marvel baigne dans une ambiance plutôt détendue. Faut dire que c'est un gosse beau, le Captain. Un peu comme toi? Oui, c'est vrai, je suis un beau parti. Je suis un beau gosse. Toujours dans le domaine du bizarre, il n'y a pas vraiment d'explication sur la façon dont Rick a pu faire ce qu'il a fait, ou pourquoi ce pouvoir disparaît par la suite. Il n'y a pas non plus de véritable résolution de la guerre Kree-Skrull, quand on y regarde de très près, les deux races sont des armées gelées, mais était-ce censé être permanent? Ça c'est une bonne question. L'intrigue est vraiment bizarre, sinueuse et sans véritable but. Elle sent la vieille pisse comme le RERB. Cette blague était de très mauvaise qualité. Et la résolution finale du conflit est nulle. Un Rick Jones qui attaque l'armée des Kree avec des personnages de l'âge d'or,
c'est particulièrement décevant. Nous ne serions pas tout à fait complets si nous ne revenions pas sur la supposée entente cordiale entre Roy Thomas et Neil Adams sur cette saga. En 2000, Thomas dit que c'était l'harmonie totale entre eux deux. Il y avait une good vibe entre eux. Pourtant, dans le Comics Interview 66, Roy Thomas déclare que Neil n'a rendu que 3 ou 4 pages du numéro 97 avant une certaine date limite, ce qui a complètement irrité Roy et l'a amené à confier le reste du travail à Buscema, qui n'aurait eu que quelques jours pour présenter l'ensemble. Ainsi, des pages de Neil Adams ont été non publiées et elles peuvent encore exister quelque part. En tout cas, ce retard avait tellement gavé Roy Thomas qu'il semble que dans les crédits, il est fait apparaître Adams comme un simple consultant. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. De même, Tom Palmer aurait déclaré qu'il en avait assez de passer des nuits blanches pour terminer les dernières pages de Neil, et il aurait juré de ne plus jamais ancrer ses histoires. Il est clair que c'est Buscema et Palmer qui se sont tapés tout le boulot qui n'avait pas été fait par Adams. Au final, lire pour la première fois cette fameuse saga n'a pas été une très bonne expérience pour moi, parce que moi, si tu me mets les Vengeurs, tu me mets les Skrulls et les Kree, eh ben je suis censé être content, parce qu'il va y avoir de la bagarre, et que moi, j'aime les bandes dessinées où les héros font la bagarre, parce que c'est des bandes dessinées de bonhommes, et où les méchants ont du poil à la bite. Ouais, mais là, c'est pas à la hauteur d'une bande dessinée de bagarre où ça explose de partout. Ma vie s'est soudainement retrouvée dénuée de sens. J'ai été profondément déçu, même si le graphisme d'Adams, en particulier dans son premier numéro, est incroyable. Mais pour un scénario aussi important, j'attendais une résolution qui aurait de la gueule, alors que là, on a la plus ridicule résolution de l'histoire de la bande dessinée. C'est nul! Il y avait pourtant une solution simple pour rendre ce final explosif, simplement rajouter plus de mutants, et cela aurait été épique. Mais là, les exploits de Rick sont ridicules pour un final qui méritait mieux. Mais c'est de ma faute, hein, j'avais le secret espoir que j'allais prendre du plaisir sur cette saga. Believ! Oui, j'avais de grandes attentes compte tenu des références et du respect que cette guerre Skrull-Kree a dans l'histoire de la bande dessinée. Et j'ai été choqué par la nature décevante de l'histoire. Je crois même que j'ai perdu confiance dans l'humanité après ça. Oh bébou, faut pas dire ça. Alors oui, il est important de garder à l'esprit qu'en 1971, lorsque Roy Thomas écrivait ses numéros, il les inventait au fur et à mesure, essayant de créer des histoires sympas sur les Avengers tout en travaillant sur le tapis roulant de la bande dessinée mensuelle qui fixait une date limite. C'était la mode à l'époque! Ceci doit expliquer les diverses digressions de ce récit. Preuve en est le voyage d'Ant-Man dans le centre de la vision, qui est là simplement parce que Neil Adams avait décidé que ce serait amusant de dessiner cela. Thomas est le premier à admettre qu'il n'avait en tête aucune sorte d'arc narratif méticuleusement tracé. Bref, Thomas, c'est pas le gars le plus créatif de chez Marvel. Tu as trouvé ça tout seul? Oui, et c'est ma conclusion. Il n'avait certainement pas pour objectif de créer un scénario classique qui serait plus tard réimprimé à l'infini au cours des 4 décennies suivantes. Toutefois, une grande partie de l'efficacité de cette saga réside simplement dans l'ampleur de ce qui était fait ici, à la fois en termes de soudure de l'univers Marvel et en termes d'ambition d'écrire une épopée presque galactique. Il faut se rappeler qu'on est avant Star Wars, où des plans comme cette énorme armada extraterrestre sont vraiment remarquables pour l'époque. Donc replacé dans son contexte, la guerre Kree-Skrull n'est pas si mauvaise que ça. Je suis déçu, certes, cette saga ne casse pas 3 pattes à un connard, mais je la trouve pas mauvaise si je la remets en contexte. En gros, n'investissez pas. C'est un peu le but de ma vidéo, Tonton Zomzomb veille à ce que vous ne vidiez pas inutilement vos vieilles bourses. Tu as été convaincant. Il est vrai que ma verve a fait le bonheur de plus d'une bergère joyeuse. C'est une contrepétrie. Et c'est sur ces grandes paroles que je vais rendre l'antenne à Cognac G. Voilà, laissez pause-blow pour encourager mon boulot. Oui, je sais, ce n'est pas une rime riche, mais c'est le texte. N'achetez pas chinois, car c'est de la merde, et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que c'est pas le tout de consommer mes vidéos, il faut nous donner l'envie de poursuivre le travail afin d'assurer un spectacle de qualité qui vous permettra de vivre dans la joie malgré l'inflation. Et puis cela améliorera votre cosmos. Et ça, c'est bon le cosmos. Merci Scarlett pour ces interventions futiles et graveleuses et tes tétons adorables. Je suis une mammifère vivipare. Et on t'en remercie pour le plaisir que cela nous procure. Plaisir des yeux, Joie d'offrir. joie de recevoir. Ça fait pas mal au sein. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À très bientôt les geeks. Just happened.